Lorsqu'on est communicante, on est tous et toutes confrontés, au moins une fois, au sujet du naming. Alors on en parle. Ça y est, d'un seul coup, la Française des Jeux était effectivement une entreprise à taille européenne, parmi le top 3 des leaders du jeu d'argent en Europe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des cas de figure où le changement de nom s'impose un peu de lui-même. Et presque, c'est une aide. Ça catalyse les choses, ça nous permet de nous pencher. Oui, c'est un instrument d'accompagnement au changement aussi. On a une histoire hyper singulière avec le monde combattant qui est d'ailleurs toujours actionnaire de l'entreprise. Donc ça, on l'embarque dans notre nouvelle histoire, évidemment. C'est vraiment une réflexion quand on est sur des transitions de marque entre le capital marque en fait qu'on a accumulé, cette valeur qui est inestimable parfois, et puis la nécessité d'apporter de la clarté ou la nécessité d'apporter du changement. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est une phrase qu'on lit dans les cabinets de kinésithérapeutes. Le mouvement, c'est la vie. Bienvenue dans Les Voix de la Com, le podcast qui vous inspire, chers communicants, chères communicantes. Avant de démarrer cet épisode, j'ai envie, une fois n'est pas coutume, de remercier toutes les personnes qui sont dans l'ombre et qui permettent de faire en sorte que ce podcast fonctionne. Merci à Ashley sur le booking, Camille sur la prod, merci à Maceo et à Julien sur la captation vidéo et son, et merci à Tara et à Justine pour l'accueil. Nous sommes ici dans le siège de la FDJ, dans un lieu dédié à l'innovation. Pourquoi la FDJ ? D'ailleurs, je me trompe, parce que c'est FDJ United, et c'est pas pour ça qu'on est là, parce qu'il y a une nouveauté ces dernières semaines, un nouveau nom, une nouvelle décision stratégique, et ça tombe bien, c'est bien le cœur, l'objectif de ce podcast, de vous plonger dans ces décisions, ces coulisses de décisions de communication qui ont beaucoup d'écho sur l'intégralité de l'entreprise pour vous inspirer. Alors, dans ce podcast, on vous parle d'action terrain, de grandes décisions, de partis pris créatifs qui font bouger les lignes de la com, et je le fais avec grand plaisir. D'ailleurs, moi, je me présente, je m'appelle David Gordon, je suis le fondateur de l'agence Nouvelle Voix de transmission par le son. Nous produisons des podcasts, des live radio, des web TV et même maintenant des événements avec comme fil rouge le son et le micro. Donc c'est absolument fondamental pour moi d'utiliser le micro pour également vous inspirer dans vos quotidiens. Et on va parler du naming avec deux invités dont j'ai un grand plaisir d'interviewer aujourd'hui. Je commence par toi, Nathalie Le Garland-Tézec. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, au bar. Oui, au bar de la FDJ United. Oui, on va y venir, mais tout le monde n'est pas prêt encore. Donc, faut petit à petit préparer les esprits. On va y venir. Tu es directrice de la com du groupe donc FDJ United. Et tu vas nous raconter cette transformation de cette marque historique, la Française des Jeux, en un groupe international qui est désormais représenté par une nouvelle bannière avec une vraie stratégie de branding. Ça va être passionnant parce qu'on a un peu papoté quand même avant et tu vas tout nous expliquer. Merci de nous accueillir ici avec grand plaisir. À la FDJ. À tes côtés, Benjamin Cambrésis. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Alors on a une petite histoire tous les deux, je vais la raconter. D'abord, je précise que tu es fondateur de l'agence Le Bien Nommé. Benjamin, c'est un peu le monsieur non. Il est spécialiste du naming depuis plus de 10 ans et tu as d'ailleurs travaillé avec notre agence parce qu'on a créé une marque grâce à toi. Le nom, ça s'appelle Podlife. C'est un podcast dédié aux histoires familiales, aux souvenirs, et on cherchait des noms et tu es arrivé et la lumière est venue. Et donc j'avais très envie de croiser vos deux regards sur des sujets de naming. Ensemble, on va essayer de comprendre ce qui déclenche un changement de nom, les réflexions stratégiques qui arrivent lorsque on prend cette décision et comment le naming peut fédérer en interne et affirmer une ambition à l'international. Alors je sais pas si vous êtes prêts, mais nous je crois que oui, alors c'est parti. Nathalie, je vais commencer par te poser la première question. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a déclenché cette volonté de créer ce nouveau naming, FDJ United ? Est-ce que c'est venu d'un besoin stratégique, un projet d'expansion, un cap ? Je sais pas. D'où ça vient ? Alors peut-être avant de parler du nom de l'entreprise, je vais vous parler de l'entreprise. Allez. Parce qu'en fait, ça commence toujours là. En fait, il se trouve que l'entreprise La Française des Jeux, ça reste notre raison sociale, elle a beaucoup évolué ces derniers temps, et notamment à travers un certain nombre d'acquisitions, avec la volonté au départ de ces acquisitions, en fait, de sortir du seul marché français, de devenir un groupe à dimension, alors, pas vraiment international, mais à minima européen. Okay. Parce qu'en fait, le marché du jeu d'argent, il s'organise de cette façon-là aujourd'hui par une certaine consolidation des acteurs. Et pour exister sur ces marchés,
en fait, c'est intéressant d'avoir une certaine taille et aussi, à travers cette taille, proposer à l'ensemble de nos clients sur les différentes géographies, je vais y revenir, l'ensemble des produits de jeux d'argent qu'on peut trouver sur le marché. Donc ça, c'était une conviction stratégique, c'était qu'on avait besoin... Il faut être plus grand à l'échelle internationale, enfin européenne en tout cas. De changer de taille, d'être plus grand, d'avoir la capacité de proposer à nos clients tout ce qui existe en matière de jeux d'argent. Donc ça, c'est la première conviction. Pour le faire, on a décidé effectivement de faire des acquisitions. Donc on a notamment acquis en 2023 la loterie irlandaise. Donc on était spécialiste de la loterie en France. On détient un monopole sur les sujets de loterie en France. Donc on a décidé d'acquérir PLI, qui est en fait la loterie irlandaise, fin 2023. Et là, c'est un jalon, c'est un cap c'est un premier international. Cap, parce qu'en fait, du coup, on a l'Irlande avec nous. Alors, ils le disent comment? La Française des jeux, comme ça, ils disent? Non, écoute, oui, ils peuvent dire la Française des jeux, mais on se parle en anglais, en fait, parce que c'est plus facile. C'est la langue de travail, évidemment, quand on travaille à dimension européenne ou internationale dans n'importe quelle entreprise. Et puis, on a décidé aussi d'ouvrir à d'autres choses. Notamment, on a acquis The Bet The Turf à la fin de l'année 2023 pour pouvoir avoir aussi au portefeuille des activités de paris hippiques, proposer à nos clients de jouer avec nous à ces jeux-là. Ça a été une première étape. Et en 2024, on a fait l'acquisition de la société Kindred. Alors, Kindred, c'est quoi? C'est la maison... Alors, c'est une société au départ qui n'existe plus désormais, mais une société suédoise qui est la maison mère d'Unibet notamment et d'un certain nombre d'autres marques. Et on a finalisé cette acquisition en octobre 2024, ce qui fait que, en fait, à partir de cette date-là, la Française des Jeux était devenue définitivement européenne parce que Kindred, c'est 14 pays. En plus de l'Irlande, ça y est, d'un seul coup, la Française des Jeux était effectivement une entreprise à taille européenne parmi le top 3 des leaders du jeu d'argent en Europe. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on s'est dit, évidemment qu'il faut qu'on ait un nom qui incarne ce qu'est devenue cette entreprise désormais européenne. Là où, en fait, au départ, FDJ, la Française des Jeux, c'est quand même extrêmement connoté. Bien sûr, il y a le mot français dedans, quoi. Voilà, tellement connu, c'est la loterie patrimoniale française. On y est d'ailleurs tous extrêmement attachés. Donc, c'était important pour nous d'avoir un nom qui permette de dire que cette entreprise, elle avait vraiment évolué et elle était devenue un peu différente, mais encore un peu toujours la même. Avec le risque de se couper du marché français, parce que finalement, du coup, ça devient un nom international. On va y revenir dans quelques instants sur ces réflexions, sur les risques potentiellement qui sont pris, sur les marchés aussi. On est un fonds bourse. Mais juste avant, Benjamin, donc je le rappelle, toi, tu es spécialiste du naming. Là, on le voit bien, c'est une décision très cartésienne, très stratégique. Est-ce que c'est aussi parfois des décisions plus liées à l'émotionnel? On veut changer parce que on sent que ça va être mieux. Est-ce que c'est jamais vraiment à 100% rationnel? Dans le domaine du nom, c'est difficile de l'affirmer. En tout cas, on essaye de rationaliser les choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des cas de figure où le changement de nom s'impose un peu de lui-même. Et là, c'est quand il y a des grandes mutations, que ce soit, par exemple, des mutations organisationnelles, comme c'est le cas de la FDJ United. Merci. Tu vas t'habituer. Oui, ça va. Ça vient tout seul, je sens. Que ce soit des mutations en termes marketing, l'offre, les cibles, etc., où là, toute la boîte est engagée dans un processus de mutation et finalement, ça vient souvent parachever un processus, ça vient assez naturellement. Et presque, c'est une aide, ça catalyse les choses, ça nous permet de nous pencher. Oui, c'est un instrument d'accompagnement au changement aussi. Exactement, voilà. Donc là, c'est, je dirais, un peu quand c'est très naturel et ça vient tout seul. Et puis, il y a d'autres fois où c'est un petit peu moins évident parce que des changements se font de manière un peu plus insidieuse, c'est des processus un peu plus longs et là, souvent, effectivement, il y a un petit déclic. Alors, ça peut être un petit coup commercial un petit peu difficile, une remarque d'un client. Des fois, c'est le désir mimétique. C'est parce qu'on a un concurrent qui a changé de nom. On se dit, waouh, quand même, c'est pas mal. J'aimerais être comme lui. Donc, il y a plein de points zéro, de décisions qui permettent de décider de changer le nom. Je dirais qu'il y a des choses structurelles et le déclencheur peut être plus émotionnel ou plus associé à une personne. C'est aussi des fois les changements de directeur ou de DIRCOM qui poussent le changement parce qu'ils ont envie de changement, parce qu'ils ont envie aussi de montrer des fois qu'ils prennent les choses en main. Prendre les choses en main, vous le faites carrément à la FDJ ou FDJ United, parce que pour être tout à fait transparent, lorsqu'on a commencé à dire à qui on aimerait parler sur ces sujets de naming, moi j'étais sur l'autoroute et j'ai vu Nirio
Et je connais pas cette marque, etc. Et je me suis dit, bien, je vais les interroger pour comprendre le naming de cette marque-là. Et finalement, on parle pas trop de Nirio, on parle de FDG United, qui est aussi un nouveau nom. Donc, vous aimez bien changer des noms. Vous faites aussi des noms pour les trucs à gratter et tout. Vous êtes super champion du naming. Mais comment vous faites pour faire cohabiter tous ces noms? Déjà, je prends ça comme un compliment. Ben Merci oui. beaucoup. Oui, c'est le cas. C'est le cas. Alors, déjà, il y a différentes choses dans ce que tu dis. Effectivement, FDJ United, c'est la marque de l'entreprise. Donc, vraiment, c'est la marque de l'institution, ce qu'on appelle une marque institutionnelle. Dans cette institution, il y a un certain nombre d'activités qui sont représentées par un certain nombre de marques commerciales. Et en fait, ces marques-là, elles existent, et elles ont à chaque fois un public bien précis pour une activité bien précise. Donc, Nirio, c'est du paiement. Et parfois, un pays. Par exemple, je tiens à dire que quand même, dans cette institution, il y a toujours la marque FDJ. Alors, explique-nous. Elle est évidemment contenue dans le nom FDJ United, et c'était évidemment important parce que je faisais tout à l'heure la référence au fait qu'on était toujours un petit peu les mêmes quand même, tout en changeant, et que pour nous, c'était très important de garder nos racines FDJ, au-delà d'avoir 97% de notoriété. C'est une marque extrêmement puissante. Il y a une affection extrêmement forte des Français vis-à-vis de cette marque. Il y a une histoire aussi liée à l'après-guerre, au gueule cassée, etc., etc. On a une histoire hyper singulière avec le monde combattant, qui est d'ailleurs toujours actionnaire de l'entreprise. Donc, nos racines, nos origines, notre modèle redistributif, la responsabilité qu'on met dans la pratique du jeu, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement singulières de notre entreprise, très accolées à la marque FDJ. Donc ça, on l'embarque dans notre nouvelle histoire, évidemment. Avec ce mot, avec ces lettres FDJ. Et avec ces lettres FDJ. Et d'ailleurs, la France reste le pays le principal, en fait, de nos activités. Donc, c'est un énorme pays. Ça reste vraiment le centre du réacteur de l'entreprise. Et la marque FDJ est toujours la marque commerciale qui va à la rencontre de nos clients sur le territoire français avec l'offre de loterie ou l'offre de paris sportifs en point de vente. C'est la marque de l'application, c'est la marque du site sur lequel on peut jouer. Donc il y a le corporate, c'est FDJ United, le groupe. Voilà. C'est la marque des points de vente, FDJ aussi. Enfin voilà, donc c'est vraiment le corporate FDJ United. FDJ en France, la marque de vos points de vente, la marque, quand je dis de vos, je parle à mes clients, mais voilà, la marque de vos points de vente, la marque de votre appli. On est tous clients à un moment donné, on a tous gratouillé un truc, franchement. Et d'ailleurs, dans cette marque FDJ, il y a des marques produits, le Loto, l'Euro-Million, Illico, tous les jeux à gratter. Et la marque La Française des Jeux, celle-là, c'est une raison sociale. C'est une raison sociale. Donc sur société.com, je marque La Française des Jeux. Ça reste la raison sociale de l'entreprise. Ok. Si vous voulez, cette histoire, c'est l'histoire d'une entreprise qui grandit, mais qui en aucune manière fait marche arrière par rapport à ce qu'elle était ou tourne le dos à son histoire ou son passé. Au contraire, c'est bien là-dessus qu'on capitalise. En fait, moi, je trouve qu'il y a une jolie histoire d'une entreprise française qui réussit et qui grandit en Europe, à l'international, j'allais dire, mais je préfère bien redire, on est en Europe. Nirio, c'est une marque qui est effectivement assez récente, qui est une marque très différente de ce qu'on connaît de la Française des Jeux, qui est une marque de paiement et de services en point de vente, notamment pour payer le péage. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont très différentes de ce qu'on connaît de la Française des Jeux. Donc, heureusement, il y a une marque dédiée qui permet de bien comprendre quelle est cette offre singulière et différente. Et je me retourne vers toi, Benjamin. Faire une architecture de marque cohérente, j'imagine que c'est pas simple, surtout lorsqu'il y a une marque historique qui est très forte. Est-ce que parfois il faut faire table rase parce qu'il faut passer à autre chose, ou est-ce que, voilà, comme a fait FDJ United, on garde quand même un ancrage? Eh ben effectivement, on a un excellent exemple d'un passage d'une marque plus qu'historique, patrimoniale, à finalement une simplification par FDJ, puis une augmentation de nouveau pour une marque. Donc c'est un excellent exemple parce que on voit exactement le sens précis de chaque déclinaison de marque, si je puis dire, et en même temps, on peut faire l'affiliation. Donc il y a une spécificité, et en même temps, il y a bien une cohérence à tout ça, et on n'a pas jeté le bébé avec l'eau du bain, on a gardé quelque chose qui est très précieux, qui est le patrimoine, si je puis dire, de Française des Jeux, FDJ. Donc je trouve que c'est très très réussi, mais tu as raison, c'est vraiment une réflexion quand on est sur des transitions de marque, entre le capital marque en fait qu'on a accumulé, cette valeur qui est inestimable parfois, et puis la nécessité d'apporter de la clarté, ou la nécessité d'apporter du changement. Il y a une balance à faire, effectivement, et dans la stratégie de marque, c'est des choses qu'on doit considérer. Par quelles idées vous êtes passé? FDJ United, c'est vrai que quand on comprend un peu le côté sportif, le côté européen, on se dit, c'est canon. Mais est-ce qu'il y avait d'autres idées? Est-ce qu'il y avait d'autres trucs dans le pipe? On a travaillé de longs mois quand même sur le sujet. On veut les off, Je comprends. Ce que je peux te dire, c'est que on a travaillé de longs mois, on a regardé plein de choses. FDJ United, ça fait partie des premières idées qui sont sorties. Et en fait, elle est restée
tout du long du processus, en fait. Donc, on a évacué, mis d'autres choses, échangé. Oui. On peut pas se dire que c'est la première idée qu'on prend. Il faut forcément regarder d'autres trucs. Donc on a partagé. Et puis, tu parlais de transformation tout à l'heure culturelle. On est aussi une entreprise qui a aujourd'hui plus de 5000 personnes. On a accueilli 2500 personnes qui venaient de l'entreprise Kindred dans le groupe. Il y a aussi un enjeu de fédérer autour d'un nouveau commun. Donc, en fait, il fallait aussi qu'on s'entende, qu'on s'accorde. Et en fait, bon, voilà, je pense que derrière FDJ United, pour faire court, il y a eu une sorte d'évidence depuis le début. C'était quoi le podium? Raconte-moi les 3 noms. Je dirais pas. Va pas nous donner de off. Pas de scoop. Non, ça n'a pas de sens. En tout cas, ça a tenu la corde longtemps. Et à chaque fois, on y revenait. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose derrière United qui est évident aussi pour forcer aussi un peu le regard sur l'entreprise, pour dire, encore une fois, elle n'est plus seulement française. C'est vrai que ce terme United forcément force la dimension internationale. Ça dit aussi un truc qui est vachement important, qui est l'unité dans la diversité, et c'est ce qui est devenu cette entreprise. Donc ça, c'est aussi important. Et puis il y a cette logique de fédérer en fait, de fédérer à la fois les collaborateurs, voilà, et puis toutes les parties prenantes autour de nous. C'est lourd de sens. Il y a la référence au sport, évidemment, qui nous va bien quand même. À la fois ça coche pas mal de cases, dans nos 40 ans de soutien au sport, mais aussi sur le Paris. Bon, voilà, donc ça coche beaucoup de cases. Benjamin, c'est drôle ce que dit Nathalie, parce qu'elle dit que c'est l'une des premières idées, et l'histoire qu'on a en commun tous les deux, c'est cette marque Podlife qu'on a créée, et effectivement, c'est un nom qui est arrivé très vite. Est-ce que c'est courant? Est-ce que j'ai l'impression que c'est hyper commun, que la première idée, c'est souvent la bonne, mais est-ce que c'est une règle qui se vérifie dans la réalité? Des fois, oui, le miracle arrive. Alors, il y a beaucoup d'embûches dans les processus de naming. Le plus difficile étant l'embûche juridique. Ouais. Et puis, il y en a un tas d'autres. Donc, malheureusement, des fois, on pense avoir la pépite et puis on est obligé de la mettre à la poubelle. C'est pour ça qu'il faut jamais crier victoire. Et puis, il faut, mais il faut pas trop se passionner. On peut se passionner pour un nom qu'on aime bien, puis paf. Mais c'est vrai que dans notre cas de figure, et ça m'est arrivé quelques fois vraiment d'être en réunion, en atelier, et de noter comme ça en marge de page un nom en me disant, en soulignant et me disant lui, il reviendra, et c'est arrivé quelques fois que ce soit lui qui sorte à la fin. Ouais. Par quel en fait, souvent, excuse-moi, c'est vrai que quand il y a une idée qui est claire, qui s'impose elle-même, c'est souvent ça les marques très brillantes en fait. Quand l'idée est limpide, quand ça s'impose, et que ça sort d'un coup, c'est que souvent c'est une très bonne marque. Je sais pas qui va le compliment sur la marque brillante, toi ou nous, mais en tout cas on le prend tous. Quels sont les axes de réflexion? Moi, je me souviens quand on voulait faire cette marque de podcasts familiaux, ça n'existait pas, donc tu nous as posé tout un tas de questions. Est-ce que c'est une marque statutaire? Est-ce que c'est une marque poétique? C'est quoi les différents actes qui nous permettent de définir le type de nom? Parce qu'il vient pas comme ça le nom, il y a quand même une réflexion, il y a un process que tu mets en œuvre, toi. Ben oui, en fait, il y a à la fois bien comprendre, se plonger dans l'univers propre à la marque, et notamment le lexique qu'on peut en tirer, et puis après, il y a bien réussir à trouver la typologie de nom qui va répondre finalement à l'enjeu. Et c'est là où il faut savoir si c'est plutôt effectivement statutaire versus dans la proximité, plutôt moderne, plutôt classique, plutôt institutionnel, etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a des cas de figure où c'est pas évident. Et effectivement, le cas de Podlife, c'était pas tout à fait évident. Alors, pour revenir à FDJ, il y a quelque chose de pas mal, c'est qu'il y a à la fois de la proximité, je trouve, dans le côté United, le clin d'œil, on est dans le monde du sport. En plus, vous avez les Irlandais avec vous, je crois qu'ils sont fans de Manchester United en général, donc ça tombe bien. Ils sont moins forts en rugby que nous aussi, il faut le dire, cette année. En tout cas, il y a un truc sympa qui transpire un peu l'ambiance de la marque, et en même temps tout à fait institutionnel, parce qu'on décrit l'organisation du groupe. Et donc là, il y a vraiment un petit point d'équilibre qui est parfait, je trouve. Je tiens à vous complimenter. J'ai pas eu la chance de travailler pour vous, mais vous en sortez très bien tout seul, visiblement. Est-ce qu'en interne, Nathalie, ça a uni? Est-ce que ça a fédéré les équipes? Comment ça a été perçu? Oui, ça a très bien fonctionné. Et c'était très important pour nous. Vous avez fait comment? Ça a été présenté en avant-première? Oui. D'abord, on a sollicité effectivement l'avis d'un certain nombre de personnes, notamment du management, des différentes organisations qui ont rejoint le groupe récemment. C'était important de travailler avec eux, qui sont complètement intégrés, qui puissent donner leur point de vue, etc. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont beaucoup aimé, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se mettre à leur place, c'est-à-dire qu'ils rejoignent une entreprise qui est principalement française, alors qu'ils sont une entreprise européenne. Et en
fait, ils ont besoin aussi de comprendre que ce chemin qu'on est en train de faire, c'est un chemin qu'on fait vers eux, qu'on a l'intention d'être une entreprise européenne. Et donc, ce nom, il dit ça. Il dit de façon très claire que on n'est pas en train de vous faire venir dans la loterie française. On est bien en train de vous rejoindre dans cette histoire européenne. Ouais. Et je pense qu'ils se sont sentis vraiment accueillis. Et puis, il y a... Et puis, on dit aux Français qu'on reste FDJ aussi. On dit aux Français aussi, on reste FDJ. D'ailleurs, on a fait une campagne, tu parlais tout à l'heure de la campagne de privatisation qui raconte l'histoire de la Française des Jeux, des gueules cassées, qu'on avait fait au moment de la privatisation. On l'a remis à l'antenne au moment où on a lancé FDJ United, parce que l'histoire, c'est la même. Ouais, bien sûr. On a juste simplement rajouté la nouvelle fin, et la nouvelle fin qui est ce chapitre de plus, qui est cette dimension européenne. Donc ça, c'était très important de rassurer sur le fait que, encore une fois, l'entreprise ne change pas, elle change juste de taille, elle ne change pas d'âme, elle ne change pas d'origine, elle ne change pas de sens. Donc ça, c'était très important. Je pense que David, tu vas pouvoir intituler cette émission FDJ ou le branding organique. Ah bah pourquoi pas. Eh bah pourquoi pas. Toi, tu dis, Benjamin, que le branding, le naming, c'est un outil de management. Là, on le sent bien, oui. Clairement. Tu as vu des fois où le nom était pas passé ou mal passé ou des conseils à absolument pas suivre. En général, les réticences, elles se font en amont ou elles se font pendant le projet. Et ça arrive que ce soit nous, enfin moi tout seul ou avec une agence qui servions de punching ball ou d'espace où se règlent les comptes, ça arrive. Mais en général, une fois que c'est adopté, c'est vrai qu'il y a quand même un ralliement qui se fait derrière un nouveau nom. Mais oui, j'ai un exemple qui était assez frappant. Une fois, avec une agence amie, on avait été chez des gens qui étaient un pôle de compétitivité en mobilité et on les avait plus ou moins forcés à faire une fusion avec des gens qui s'appellent des ARIA, qui regroupent des industriels de l'automobile. Et tous ces gens-là ont une culture très très différente. D'un côté, on a des gens sur l'innovation, très dans, si je puis dire, dans les sphères éthérées. Et de l'autre côté, des industrieux, des piéçards, comme ils disent un peu méchamment parfois. Et on est forcé à une fusion. Et dans le deal, il y avait le changement de nom. Sauf que d'un côté, c'était... on va regarder si c'est intéressant de changer de nom, et de l'autre côté, c'était non, il faut qu'on change de nom, on n'est pas là. Donc ils sont pas forcément d'accord à l'origine, c'est ça. Et on nous a chargé d'estimer l'intérêt de ce changement de nom tout en proposant des noms, sachant que les uns voulaient changer de nom, les autres voulaient pas, et qu'il y avait une sorte d'ambiguïté là-dessus. Alors qu'est-ce que t'as fait? C'était Moveo, le nom de ce pôle de compétitivité. Donc ça, on partait pas du meilleur nom de. Oui, tous les trucs qui terminent par EO. Voilà, t'aimes moins, toi. Disons que c'est vrai que quand ça respire quelque chose de très marqué de certaines années, bon, ça fait toujours un peu has-been, quoi. Ok, d'accord. Et en fait, dans toutes les propositions qu'on a faites, donc y compris celle de conserver l'identique, on en a réussi à glisser une qui était un peu ce que tu disais tout à l'heure, Nathalie, à savoir la continuité dans la rupture. C'était une proposition où on faisait tomber le O, on gardait le move et on mettait next. Et en fait, il se trouve que next move, c'était non seulement une manière de dire c'est l'étape d'après de la même organisation, mais aussi c'est le next move, c'est le coup d'après en anglais. Donc c'est la vocation finalement d'un pôle de compétitivité. Il se trouve qu'en plus, il parle de mobilité et le move, c'est la mobilité. Ouais. Donc là aussi, on avait un emboîtement qui était assez idéal et du coup, on a réussi à faire qu'ils arrêtent de s'entretuer sur la question du nom. Et là aussi, c'est un petit trou de souris créatif qui a mis d'accord tout le monde. Et là, tu parles de différentes parties prenantes. Il y en a dans le cas de FDJ United, c'est la bourse, c'est les personnes qui ont des actions. Comment ça a été accueilli, ce changement de nom? Parce que la privatisation, j'y reviens. Mais reviens-y, parce que c'est important. Ça a été un énorme succès populaire, en effet. Et d'ailleurs, quand l'État a vendu donc une part, parce qu'ils sont toujours à 20% au capital de la Française des Jeux, mais ils étaient 72% avant la privatisation. Donc, en fait, quand ils décident de vendre et de faire cette IPO, privatisation, l'idée, c'est justement de proposer aux Français de devenir propriétaires de cette entreprise. De leur loterie. De leur loterie, quoi, en fait. Et par la même occasion. Donc ça, c'était un grand succès, ça. Bourse. On a eu 500 000 actionnaires individuels, ce qui est colossal, qui ont rejoint l'aventure avec nous en 2019. Ils sont encore près de 400 000 aujourd'hui, très fidèles. Et pour nous, c'est très important d'avoir au capital, c'est 17% du capital de l'entreprise, ces actionnaires individuels, parce qu'effectivement, on est une entreprise patrimoniale. Donc, elles appartiennent en partie aux Français, c'est vraiment super bien. Et le changement de nom, comment ça a été accueilli ? Alors, le changement de nom, il se trouve qu'il a été... Il y a une concomitance un peu... Il y a une concomitance, il se trouve qu'il a été annoncé, on a choisi de l'annoncer le 6 mars, qui était le jour des résultats annuels, qui a été un moment un peu compliqué, parce qu'en fait, on avait des résultats annuels 2024 excellents. Donc, c'est pas le problème, mais on en a profité pour annoncer, en fait, que la perspective 2025 serait un peu moins bonne que prévu, compte tenu des décisions fiscales qui venaient d'être prises en France, avec un impact important sur nos perspectives 2025.
2025. Donc le marché a réagi. Il se trouve que c'était le même jour que l'annonce du nouveau nom, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et je crois que tu as de la data, je crois, Benjamin. Tu as une étude, tu as évoqué dans la préparation de cet épisode une étude qui montrerait que les changements de nom peuvent impacter positivement la bourse. Ça crée du changement, ça crée le chapitre d'après et on aime ça. Tu peux nous en dire plus sur cette étude ? Oui, c'est une étude qui date des années 2000. Et alors moi, j'y étais très intéressé parce qu'à l'époque, j'écrivais un mémoire, c'est quand j'étais en fin d'études, sur la question du nom et de sa mesure. Et c'est malheureusement très difficile de mesurer les impacts du nom puisqu'il est toujours finalement utilisé dans un support et amalgamé avec autre chose, que ce soit une publicité, une communication, un logo, etc. Donc c'est difficile de le mesurer. Et il y a quand même quelque chose, un contexte où on a réussi à faire cette mesure, c'est dans le cadre de la bourse. Et il y a des gens qui ont analysé toutes les données en rapport à des communications sur des changements de nom d'entreprise. Et effectivement, il s'avère qu'un changement de nom, toute chose étant égale par ailleurs, comme on dit en statistique, produit un effet positif de l'ordre de 0, je ne sais plus, c'est 1, 2 ou 3. Mais donc, faut pas s'y méfier plus que ça, quoi. Faut pas s'en méfier. C'est interprété généralement comme un signal positif. On avance. Par les bourses. Et en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est que quand c'est associé à une stratégie suffisamment claire et suffisamment bien communiquée, il y a encore un surplus dans la hausse boursière. Et même chose pour la qualité créative, bien que le lien soit un peu plus ténu, mais visiblement, il y a aussi un impact positif sur la qualité créative. Je reviens sur PodLife parce que c'est une histoire et j'aimerais qu'on la termine, cette histoire, pour raconter la fin de ce process. Tout à l'heure, tu as dit que tu allais revenir sur la manière dont tu as réfléchi, les enjeux, les difficultés autour de ce nom-là. Et je trouve que c'est un cas intéressant pour expliquer la manière de travailler. C'était quoi ton cheminement ? C'était quoi tes contraintes ? Qu'est-ce qui était compliqué pour toi et comment tu as réussi à résoudre l'histoire ? Alors, en l'occurrence, oui, pour moi, c'était une marque où il y avait deux enjeux assez forts, mais assez différents. Il y avait un enjeu, je dirais, conceptuel, parce qu'en fait, finalement, un podcast mémorial, je crois que tu me l'avais présenté comme ça. C'est comme ça que je t'ai présenté, c'est enregistrer ses papis, son mamie, des futurs parents, des futurs mariés, donc c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment à l'échelle comme un service, ouais, effectivement. Donc il y a une innovation de concept, et dans une innovation de concept, il y a toujours un enjeu de faire comprendre c'est quoi le schmilblick. C'est ça. Donc finalement, il y a et au début, je voulais Echo. Tu te souviens, au début, c'était Echo, et j'arrivais pas à sortir de cette idée-là, je voulais que ça s'appelle Echo, mais Amazon a Echo. Voilà. C'était une autre difficulté, c'est ça, des fois, c'est l'attachement des créateurs à une idée ou un type de marque qu'ils ont déjà qui n'est pas forcément la bonne, mais en tout cas dans Echo il y avait aussi quelque chose d'intéressant qui était que ça mettait en évidence l'émotion d'un son qui part et qui ne s'arrête jamais, de transmission, de communication avec sa famille, et en fait il y avait quelque chose de déclencheur d'assez fort émotionnellement, et c'est un autre enjeu parfois dans les noms, c'est réussir à déclencher la bonne émotion, parce qu'il y a certains noms qui ont besoin de ce déclenchement. Là, FDJ United, on a envie avec des copains, des copines, de prendre une bière autour d'un match. C'est pour ça qu'on est dans un bar. C'est pour ça qu'on est dans un bar. C'est vrai que ça déclenche une émotion sympa, quoi. On est dans le jeu. Hein. C'est vrai aussi que la dimension ludique de l'entreprise, elle est aussi bien représentée dans ce nom-là. C'est vrai. C'est important. Et donc là, on est sorti de l'émotion finalement avec un peu PodLife. En fait, on avait, il fallait considérer un petit peu tout ça. Et je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait des noms qui étaient vraiment sur des Oui, il y avait Hero, comme les oreilles avec O, Hero, il y avait plein de choses. Il y avait plein de choses, et il y a des choses qui jouaient plus ou moins sur ces critères, les deux principaux étant ceux que j'ai dit. Et pour moi, c'était important d'aller creuser ces deux sillons-là. Et je sais pas si tu te rappelles, je t'ai aussi dit, mais parfois on peut pas tout faire dire à un nom. Et c'est là que je suis arrivé avec des signatures. Et la signature vient parfois compléter justement le besoin d'une marque. Et en l'occurrence, alors si j'arrive pas à me souvenir de ma propre signature, ce serait le comble, mais je crois que c'était vos histoires méritent d'être transmises. D'être transmises, absolument, voilà. Exactement. C'est vrai que c'était bien. Ça a apporté le côté émotionnel et déclencheur pour moi en rapport avec le souvenir, avec la valorisation de soi et de son histoire familiale. Et ça se complétait très bien avec un nom qui est plutôt conceptuel, qui raconte c'est quoi le schmilblick. Merci d'avoir raconté, parce que ça permet de rentrer dans ta tête pour comprendre ton cheminement intellectuel. On en vient à la fin de cet épisode. On va transmettre, là aussi, avec cette dernière question. Nathalie, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu as envie de transmettre autour de cette aventure de changement de nom ? Quel est ton enseignement que tu pourrais transmettre à tes pairs ? Il y a une phrase que j'aime bien, c'est une phrase qu'on lit dans les cabinets de kinésithérapeutes. Le mouvement, c'est la vie.
Moi, c'est une phrase qui m'inspire assez au quotidien. Je pense qu'il faut, tu disais tout à l'heure, se transformer. On sent qu'ils sont en mouvement. Et tu as dit un mot juste après, ils sont en train d'avancer. Et moi, ça, j'aime bien parce qu'effectivement, je pense que dans la vie, il faut avancer. Et les entreprises... Même quand on est une entreprise de 5000 personnes, bien sûr, on peut... il faut avancer, c'est important. L'histoire continue, je crois que c'est pas votre slogan, c'est ça? Effectivement, sur le film, on a dit, avec FDJ United, l'histoire continue. Et en effet, c'est vrai que c'est ça qu'on cherche à dire. On raconte ce mouvement et moi, je pense que ce mouvement, il est hyper profitable pour l'entreprise et qu'en plus, il est très énergisant pour les gens qui y travaillent parce que c'est une jolie aventure. Ça veut dire qu'on se réinvente, ça veut dire qu'on avance. Tout le monde est à fond sur les réseaux sociaux. Toutes les personnes, moi, je connais certains de ex-FDJ qui devient FDJ United. Tout le monde poste, ils sont hyper fiers du nom. Non, ils sont à fond, franchement. Ils sont à fond. Tu vois, c'est ce que tu demandais tout à l'heure sur est-ce que les gens sont fédérés. Oui, moi, c'est ce que je ressens. Il y a de la fierté. Il y a de la fierté pas seulement pour le nom, il y a de la fierté surtout pour le projet qui est incarné par ce nom. Ouais, c'est un projet derrière. Benjamin, toi, pareil, qu'est-ce que tu retiens? Et peut-être que j'ai envie de te demander en complément de ce que tu retiens de ce qu'on vient de se dire, s'il y a un mot particulier que tu aimes, tu es Monsieur Mo. Alors, je sais pas, je ne résiste pas à envie... Un truc en EO. Voilà, un truc en EO. Voilà. Comment tu définirais en un mot, voilà ce qu'on vient de se dire? C'est dur ce que je te demande, je sais. Simple et haut. Un mot qui résumerait tout ce qu'on s'est dit. Finalement, il y a quand même quelque chose qui court un petit peu dans tout ce qu'on s'est dit. Alors là aussi, c'est un mot très convenu, mais qui a un sens particulier dans mon métier, qui est le mot d'authenticité. Parce que le mot d'authenticité, ça veut dire qu'il y a un auteur derrière, voilà. Mais dans le cas de figure de FDJ United, on voit que ils ont essayé de conserver quelque chose de ce qu'ils avaient. Voilà, ils se sont pas dit faut qu'on devienne complètement international, faut qu'on se réinvente absolument. Et puis ils ont fait un clin d'œil à ce qu'ils étaient profondément. Voilà. Et je trouve que c'est ça qui fait que ça marche. En fait, faut pas essayer de se dénaturer, faut pas essayer de se travestir, si je puis dire, en fait, dans la marque. Faut rester un peu qui on est. C'est souvent ça qui fait que si une marque a de la gueule, c'est parce que ça sent un peu le vrai, ça sent l'auteur, voilà, derrière. Auteur, tu l'es, toi, de nom au sein de ta entreprise, le bien nommé. Merci Benjamin d'avoir été avec nous dans ces podcasts. C'était un très grand plaisir. Et de nous avoir éclairé par tes questions et tes idées, tes compléments. Merci beaucoup et merci à Nathalie de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. De nous avoir révélé un petit peu les offs, les coulisses de ce changement de nom. N'hésitez pas à nous suivre, à partager ce podcast. Merci à toutes les personnes qui l'ont préparé. Et moi, je retiens vraiment dans cette histoire de FDJ et de naming qu'il y a un vrai process. C'est difficile de trouver un nom comme ça. Il faut se faire orienter par des axes de réflexion et c'est un outil de management. C'est un outil au service de la stratégie. On l'a bien compris avec ce podcast et cette histoire de FDJ United en est le témoin. Merci à tous et à très bientôt sur le podcast Les Voix de la Com.